Bienvenue au tribunal du fitness. Ici, les plus grands sujets controversés du monde du fitness vont passer devant le juge. Le body positivity, les médicaments GLP-1, les stéroïdes anabolisants, les calories et même le fitness. Tout le monde va avoir le droit à un procès. Et aujourd'hui, le premier accusé est le body positivity. Le body positivity est accusé d'avoir normalisé des comportements nuisibles à la santé, de minimiser les risques associés à l'obésité et de décourager les gens souhaitant améliorer leur composition corporelle. La défense répond plutôt que ce mouvement a permis à des millions de personnes de sortir de la honte, de réduire la discrimination basée sur le poids et de rappeler qu'une personne mérite le respect, peu importe son apparence. Alors, le body positivity est-il coupable ou est-il simplement mal compris? Que le procès commence. Je pense honnêtement que le body positivity a apporté beaucoup de bien dans une société qui a tendance à trop se concentrer sur l'esthétique, d'être le plus mince possible, d'être sur les abdos, d'obséder avec l'alimentation, de trop calculer chaque gramme, que dès que tu sors moindrement de ton plan, que ça devient un stress et que tu es une moins bonne personne. Parce que ça, c'est quelque chose que je répète fréquemment, le fitness devrait améliorer la qualité de ta vie et non en prendre le contrôle. Là où j'ai plus de difficultés, c'est là où est-ce qu'on a tendance à aller le mener trop à l'opposé et que là, dès qu'on veut essayer de faire des changements dans notre alimentation, dans notre hygiène de vie, que ce soit de s'entraîner un petit peu plus, de se coucher un petit peu plus tôt, de peut-être limiter les sorties, automatiquement c'est lié à la culture des diètes, on est grossophobe et là on se fait rabaisser. Le fat shaming est bel et bien présent et ne devrait pas exister, mais le fit shaming est bel et bien présent et ne devrait pas exister non plus. Le problème en soi, c'est pas de bien manger, c'est pas la minceur, c'est pas de s'entraîner, c'est l'obsession qui y est reliée. Sauf que de pousser trop loin à l'opposé rend l'opposé obsessif aussi. Ce qu'on veut, c'est essayer de se retrouver à quelque part entre les deux où est-ce que, encore une fois, le fitness améliore la qualité de ta vie au lieu d'en prendre le contrôle. Donc, si tu as envie d'avoir une alimentation qui est composée majoritairement d'aliments transformés, de faire un minimum d'activité physique, voire même très peu, de te coucher tard, d'avoir des habitudes pourraient potentiellement être considérées comme moins santé. Je le dis pas de façon péjorative si légitimement, toi, tu es bien là-dedans et que tu fais chier personne avec ça. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Si, en contrepartie, tu préfères avoir une alimentation minimalement transformée, faire plus d'activité physique, avoir des habitudes de vie qui font en sorte que peut-être que tu te couches un petit peu plus tôt, mais tu minimises les sorties sociales à cause de ça, et que tu te sens légitimement bien là-dedans et que tu ne le fais pas par pression, j'ai absolument aucun problème là-dedans non plus. Là où j'ai un problème, c'est quand tu vas commencer à imposer ton style de vie parce que toi, tu penses que c'est foncièrement mieux. Peu importe tes croyances, le plus important, c'est qu'est-ce que la personne veut faire. En aucun cas, est-ce que je pense qu'on devrait imposer notre façon de faire ou notre façon de voir les choses sur les autres. Et d'un bord comme de l'autre, si tu commences à essayer de ridiculiser les gens ou de leur faire honte pour leur choix, rendu là, c'est plus eux le problème, c'est toi. Donc, comme verdict final, est-ce que le body positivity est coupable? Non. Donc, à mon avis, le body positivity n'est absolument pas coupable d'avoir voulu réduire la honte que certaines personnes vont ressentir à propos de leur shape, leur corps ou même leur état fitness. Là où le body positivity va être plus coupable, c'est lorsqu'on essaie de dissuader les gens de prendre soin de leur santé ou de faire des changements par rapport à leur propre corps qui n'impliquent personne d'autre qu'eux-mêmes. Être body positive ne veut pas dire de respecter exclusivement les corps qui sont un peu plus en surpoids ou qui ne fitent pas peut-être selon les standards de fitness, mais ça implique aussi de respecter ceux qui le sont. Donc, l'idée à la base en est une bonne, c'est juste que c'est un sujet qui doit être discuté avec nuance. Maintenant, l'accusé est les médicaments GLP-1. Les médicaments GLP-1 sont accusés d'encourager une solution facile, de décourager les changements d'habitude de vie et de créer une dépendance à long terme aux médicaments. La défense répond plutôt qu'ils représentent l'une des plus grandes avancées dans le traitement de l'obésité, qu'ils améliorent la santé de millions de personnes et qu'ils offrent enfin une solution efficace à ceux qui ont tout essayé. Alors, les GLP-1 sont-ils réellement coupables ou sont-ils simplement victimes de leur propre succès? Le débat commence. Les meilleurs arguments contre les médications GLP-1 tournent généralement autour du fait que ça promeut des solutions faciles. Ça renforce l'idée qu'il existe une pilule magique finalement pour nous permettre de perdre du poids. Et ça détourne l'attention du fait qu'on doit améliorer nos habitudes alimentaires, qu'on doit améliorer notre dépense énergétique et qu'on doit améliorer notre sommeil. Un des points très forts contre les médications aussi est le fait que les résultats disparaissent souvent une fois que les drogues sont arrêtées. Une bonne partie qui arrête de consommer ces médications-là finissent par reprendre la majeure partie, si ce n'est pas l'entièreté du poids qu'ils ont perdu, parce qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes de vie. Beaucoup de gens qui ont utilisé une médication GLP-1 ont aussi tendance à perdre un haut pourcentage du poids perdu en masse musculaire. Et on sait à quel point la masse musculaire peut être bénéfique pour la santé et la longévité. Et aussi, un argument qui revient très souvent est le fait que c'est utilisé par des gens qui n'en ont pas réellement besoin. Des gens qui voudraient simplement perdre un 10-15 livres et qui n'ont pas envie de faire d'efforts, alors ils vont payer pour utiliser cette drogue-là. Par contre, plusieurs arguments vont à la défense des médicaments GLP-1. D'abord, l'obésité est une maladie qui est infiniment plus complexe que juste bouge plus, mange moins. Les gens qui ont tendance à apporter cet argument-là que si tu es obèse, c'est tout simplement parce que tu es paresseux, puis tu manges plus, puis que tu bouges pas assez, ne comprennent foncièrement pas à la base qu'est-ce que ça veut dire
d'être obèse. L'obésité implique énormément de facteurs biologiques, hormonaux, psychosociaux, environnementaux, génétiques. Et même s'il y a certains facteurs là-dedans sur lesquels on peut avoir le contrôle, il y en a beaucoup pour lesquels on n'a pas le contrôle. Ensuite de ça, évidemment, ces médications-là fonctionnent. On a de plus en plus de preuves comme quoi les gens qui consomment ces médications-là, que ce soit Wegovy, que ce soit Ozempic, que ce soit Rybelsus, vont perdre un poids significatif. Et beaucoup de ces personnes-là sont des personnes qui avaient déjà tenté de plein de façons différentes de perdre du poids et qui n'y étaient jamais arrivées et qui, là, sont finalement capables d'avoir des résultats. Ils améliorent aussi les marqueurs de santé. Le fait de perdre du poids de façon considérable améliore souvent les marqueurs de santé. Si on est capable de passer d'un poids d'obésité à un poids plus sain, les marqueurs de santé ont souvent tendance à suivre. Et finalement, ils rendent des changements d'habitude de vie plus réalistes. Quelqu'un qui est en énorme surpoids peut avoir plus de difficultés à faire des changements d'habitude de vie comme être plus actif parce que le poids traîné nécessite beaucoup plus d'énergie. Donc en perdant un peu de poids, commencer à prendre des marches, commencer à être un petit peu plus physiquement actif devient beaucoup plus viable. Donc la réalité, c'est que je pense que la bonne réponse se trouve à quelque part entre les deux. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser des médicaments GLP-1 pour justifier le fait de ne pas avoir besoin de faire des changements à leurs habitudes de vie? Absolument. Par contre, est-ce que certaines personnes rejettent l'utilisation des médicaments GLP-1 purement parce que ça serait considéré comme trop facile ou comme tricher? Oui. Je pense que le plus gros problème, c'est pas dans la médication en soi, c'est dans les attentes qu'on va avoir face à ces médicaments-là et dans l'éducation qui est faite par après. Je pense que beaucoup de gens qui vont consommer ces médicaments-là sont laissés à eux-mêmes et auraient intérêt à aller chercher de l'éducation additionnelle. Ce qui veut dire que si tu consommes ces médicaments-là, ça devrait être un outil pour te faciliter la tâche, mais tu devrais quand même avoir à faire un changement d'habitude de vie où est-ce que tu essaies d'améliorer la qualité de ton alimentation, tu essaies de devenir un petit peu plus actif, tu essaies de prioriser un meilleur sommeil, tu essaies de travailler une meilleure gestion de stress. La médication va être l'outil qui va te permettre de faciliter le changement de tes habitudes de vie et non la remplacer. Est-ce que c'est tout le monde qui bénéficierait de ces médicaments-là? Absolument pas, et ils peuvent venir avec un paquet d'effets secondaires. Par contre, là où je juge que leur utilité devient la plus bénéfique, c'est quand on vient combiner les deux. Non seulement la prise de la médication, mais aussi on le combine avec une éducation pour améliorer les habitudes de vie. À ce moment-là, la médication devient juste un outil pour faciliter la tâche et on s'en va vraiment vers un mode de vie qui va être plus sain et plus soutenable. Donc, pour un verdict, à mon avis, les médicaments ne sont absolument pas coupables d'être efficaces. Ils sont super efficaces pour aider les gens à perdre un peu de poids et potentiellement améliorer leurs marqueurs de santé. Là où les médicaments pourraient potentiellement être plus coupables, c'est dans le fait de tenir pour acquis que c'est une pilule magique où est-ce que tu n'auras absolument pas besoin de faire d'efforts ou de changer quoi que ce soit dans ton mode de vie. Parce qu'encore une fois, un outil est seulement aussi utile que l'utilité que tu en fais. Et si tout ce que tu fais, c'est l'utiliser comme béquille et tu ne changes absolument rien, tu vas en dépendre toute ta vie. Le prochain accusé, les stéroïdes anabolisants. Les stéroïdes anabolisants sont accusés de créer des standards physiques irréalistes, de banaliser des risques importants pour la santé et d'alimenter une culture où le naturel semble ne plus être suffisant. La défense répond plutôt qu'ils ne sont qu'un outil, que les risques sont souvent exagérés dans le débat public et que chaque adulte devrait être libre de prendre des décisions éclairées concernant son propre corps. Alors, les stéroïdes sont-ils coupables ou sont-ils simplement les boucs émissaires d'un problème beaucoup plus grand? Que le procès commence. Le premier chef d'accusation est évidemment que ça promeut des standards physiques irréalistes. Le fait que de plus en plus de gens exposent un physique non naturel sur les réseaux sociaux implique que de plus en plus de gens s'imaginent que c'est quelque chose qui est atteignable et c'est quelque chose qui devrait être normalisé. Comme les réseaux sociaux sont très axés sur l'apparence, on banalise beaucoup les effets secondaires qui peuvent potentiellement venir avec. L'utilisation des stéroïdes anabolisants peut venir avec un paquet d'effets secondaires qui peuvent être très nuisibles, surtout si c'est fait sans suivi médical et à très haut dosage. Et les stéroïdes encouragent aussi une espèce de culture où est-ce que c'est jamais assez. Aujourd'hui, on a des jeunes de 16 ans qui embarquent sur le train parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas assez en shape pour leur âge, quand finalement, ils sont juste à un âge parfaitement normal pour avoir la shape qu'ils ont, ils sont juste pas encore donnés assez de temps. Par contre, dans les arguments pour défendre les stéroïdes, il faut aussi tenir en compte que c'est pas nécessairement les stéroïdes en soi qui viennent créer des faux standards de beauté, c'est les réseaux sociaux. C'est pas les stéroïdes en soi qui promeuvent le fait d'avoir des standards inatteignables, c'est le fait que les gens sont souvent pas transparents par rapport à leur consommation. Si tout le monde qui est sur les produits était honnête par rapport au fait d'être sur les produits, les attentes seraient beaucoup plus réalistes. Parce que tu t'attendrais pas à avoir l'air du gars qui est sur le stock quand toi t'es naturel si tu savais pertinemment la quantité de stock qu'il prenait. Ensuite de ça, les stéroïdes ne remplacent pas le gros travail. Est-ce que ça amplifie grandement et potentiellement facilite le travail? Absolument. Ceci dit, il faut quand même que tu t'entraînes fort, il faut quand même que tu fasses attention à ce que tu manges et il faut quand même que tu fasses attention à ta récupération. Est-ce que tu peux t'en sortir avec des meilleurs résultats avec moins d'efforts que quelqu'un qui serait naturel? Définitivement. Les stéroïdes vont accélérer tes résultats, mais ça ne crée pas une discipline à ta place. Et finalement, chaque adulte devrait être libre de faire les choix qu'il veut. Tant que tu le fais de façon intelligente, que tu es conscient des risques, que tu fais des bilans médicaux
cardio et que tu y vas de façon modérée, est-ce que tu vas avoir des effets secondaires quand même? Fort probablement. Ceci dit, tu pourrais fumer de la cigarette puis boire de l'alcool, puis ça serait parfaitement légal, puis tu aurais des effets secondaires quand même. Fait que rendu là, si toi tu décides que c'est ça tes effets secondaires avec lesquels tu es prêt à vivre, encore une fois, à mon avis, c'est majoritairement une question de choix, puis la bonne réponse se situe à quelque part entre les deux. Personnellement, j'encourage pas les stéroïdes pour la grande majorité des gens parce que la plupart du monde n'a pas envie de faire des compétitions, on veut juste être en meilleure shape, mais surtout en meilleure santé puis être capable de soutenir ça à long terme. Ceci dit, si jamais tu es quelqu'un qui est intéressé un peu plus par le fitness de compétition, tu auras un peu pas le choix si jamais tu veux te rendre le moindrement loin. Là où j'ai un peu plus de difficulté avec ça, c'est quand on considère que quelqu'un qui est sur les stéroïdes triche, quand selon moi, à moins que tu aies quelque chose à gagner, à prétendre à être naturel, même si tu es sur les produits, comme faire une compétition, vendre des programmes en prétendant que c'est en faisant ces programmes-là que tu as eu ta shape quand finalement, ben, c'est parce que tu prends du stock. Selon moi, tu ne triches rien, surtout si tu es honnête par rapport au fait que tu prends du stock. Est-ce que tu accélères tes résultats? Absolument, mais si tu n'as rien à gagner à avoir des résultats plus rapidement, autre que avoir des résultats plus rapidement, tu n'es pas payé pour le faire, tu gagnes pas des prix pour le faire, tu le fais vraiment par pur plaisir, qu'est-ce que tu triches réellement? Mais là où j'ai plus de difficultés, par exemple, c'est quand on va avoir tendance à pousser les stéroïdes, surtout auprès des coachs qui vont pousser ça auprès de leurs clients qui ne connaissent pas ça fuck all, puis qui en réalité en auraient non seulement pas besoin, mais qui veulent même pas le faire et le font seulement parce qu'ils se sentent pressurisés de le faire. Donc à mon avis, les stéroïdes sont pas coupables d'exister, c'est plus leur utilisation et les attentes qu'on va avoir face aux stéroïdes qui vont être nuisibles. Tant que les gens sont conscients des risques impliqués à leur consommation et honnêtes par rapport à leur consommation, ce que toi tu fais avec ton corps, ça te regarde, puis si toi t'es pas d'accord avec ce que les autres prennent, prends-en pas, mais laisse-les vivre. Maintenant, l'accusé est les calories. Les calories sont accusées de réduire l'alimentation à une simple équation mathématique, d'ignorer la qualité des aliments, les hormones, les comportements alimentaires et même la santé mentale. La défense répond plutôt que, qu'on les compte ou non, elle reste le facteur le plus important lorsqu'il est question de prendre ou de perdre du poids. Alors, les calories sont-elles coupables ou sont-elles simplement victimes d'une mauvaise réputation? Le procès commence. Un des plus gros arguments contre les calories est le fait que justement, ça réduit l'alimentation à une simple formule mathématique. Deux repas différents à 700 calories peuvent aussi avoir deux impacts très différents, non seulement sur l'énergie, la santé, la satiété. Donc ça aura beau être les mêmes 700 calories, leur impact va être très différent. Ensuite, un des gros problèmes avec les calories, c'est le fait que ça peut devenir très rapidement obsessionnel. Quand on se concentre trop sur les calories, on peut avoir peur d'aller au resto, on peut culpabiliser dès qu'on dépasse l'objectif, on peut potentiellement même développer des troubles alimentaires. Ça peut aussi faire en sorte qu'on peut oublier les saines habitudes, parce qu'on peut devenir excellent pour calculer des chiffres de calories, mais on oublie d'apprendre à cuisiner, gérer sa faim, planifier, mieux dormir. Puis finalement, les calories ne racontent pas toute l'histoire parce que c'est pas tous les macronutriments et tous les aliments qui vont avoir la même densité calorique qui vont avoir le même apport. Les protéines offrent la même densité calorique que les glucides. Ceci dit, les protéines vont te bourrer beaucoup plus, sauf que les glucides vont te donner beaucoup plus d'énergie. Certains aliments vont avoir une densité calorique qui va être beaucoup plus élevée que d'autres, ce qui veut dire que pour le même volume, tu vas avoir beaucoup plus de calories et ça n'aura donc pas le même impact sur ta satiété et ton énergie. Et finalement, l'activité physique, ton sommeil et ton stress peuvent tous avoir un impact sur ton apport autant que sur la dépense. Par contre, pour les arguments en faveur des calories, les calories sont bel et bien ce qui va déterminer une prise ou une perte de poids. Il est physiquement impossible de perdre du gras sans être en déficit calorique sur une période de temps prolongée. Tu peux avoir des fluctuations au niveau du poids sur la balance, mais ça va majoritairement être des fluctuations en termes de rétention d'eau plus que de perte de gras. Ensuite de ça, les calories sont neutres. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Tout ce que ça t'indique, c'est une densité énergétique. Ça te dit pas quoi manger, pourquoi manger, quand manger. Tout ce que ça te dit, c'est combien d'énergie est à l'intérieur de ces aliments-là. Compter ces calories, c'est aussi simplement un outil. Pour beaucoup de personnes, ça peut aider à servir de prise de conscience sur leurs habitudes de vie, réduire les erreurs d'estimation sur qu'est-ce qu'ils vont manger, mais surtout leur apporter plus de précision. Est-ce que c'est 100% précis? Absolument pas, il va toujours avoir une marge d'erreur. Ceci dit, ça t'apporte quand même plus de précision que simplement d'y aller à l'œil. Et finalement, le déficit calorique tient quand même en compte les fluctuations hormonales. Le fait d'avoir des fluctuations hormonales, que ce soit la ménopause, la thyroïde, le stress, ne change rien au fait que tu dois être en déficit calorique pour perdre du gras. Et si tu ne perds pas de gras, c'est pas à cause que les hormones effacent le déficit calorique, c'est simplement parce que ça vient impacter soit les calories qui rentrent, soit les calories qui sortent, ou les deux. Donc, tu auras beau avoir tous les problèmes métaboliques du monde ou être la personne la plus stressée. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es incapable de perdre du gras, c'est parce que ça vient majoritairement influencer tes comportements. Donc, soit ta dépense énergétique est moins élevée parce que tu vas être moins actif ou active, ou ça va influencer les calories qui vont rentrer parce que ça va influencer tes choix alimentaires. Tu vas avoir tendance à snacker un petit peu plus, tu vas avoir tendance à aller un petit peu plus au resto, tu vas avoir tendance à consommer plus de nourriture parce que tu as plus faim. Le déficit calorique fonctionne encore, c'est juste que tu n'es plus dans une position de déficit calorique. Sans mentionner que le choix des aliments que tu vas faire, tant que le total de calories est le même à la fin de la journée,
journée, purement en termes de perte de gras, devrait avoir sensiblement les mêmes résultats. Là où ça peut influencer beaucoup, c'est plus le fait que les aliments qui sont ultra transformés ont tendance à être ultra savoureux, donc on a envie d'en consommer plus, et 2, offrent un sentiment de satiété qui est beaucoup moins grand, donc c'est beaucoup plus facile d'en consommer plus parce qu'on ressent moins la satiété. Donc à mon avis, les calories sont totalement innocentes. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont totalement neutres, c'est plus leur utilisation et notre perception qui va les rendre d'un bord ou de l'autre. Ce que j'aime particulièrement du fait de les tenir en compte, c'est plus le fait que ça nous permet d'atteindre certains objectifs de fitness, que ce soit de prise de masse ou de perte de gras, avec un peu plus de précision, mais aussi de réaliser que ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité à travers notre alimentation, parce que quand on tient pour acquis qu'une calorie est à la base simplement une unité de mesure d'énergie et non quelque chose de bon ou de mauvais, ça nous permet d'avoir une alimentation un peu plus variée, de manger des aliments qui peuvent potentiellement être un petit peu plus transformés à l'occasion pour nous permettre d'avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de flexibilité, quelque chose qui va être un petit peu plus soutenable à long terme, tout en atteignant nos objectifs. Et finalement, l'accusé est le fitness. Le fitness est accusé de rendre les gens anxieux, obsédés par leur apparence, coupables au moindre écart et incapables de profiter de leur vie. La défense répond plutôt que le fitness a permis à des millions de personnes d'améliorer leur santé, leur confiance en elles, leur autonomie et leur qualité de vie. Alors, le fitness est-il coupable ou est-il simplement victime de comment les gens vont l'utiliser? Le procès commence. La plus grande accusation contre le fitness est le fait que ça vient créer une espèce d'obsession, une espèce de dépendance au fait de toujours essayer d'améliorer sa composition corporelle aux dépens de sa santé mentale. Certaines personnes vont devenir complètement obsédées avec leur alimentation, vont s'empêcher de manger, vont s'empêcher de sortir, vont aller au resto et devenir ultra anxieux, et toute leur vie commence à tourner autour de leur alimentation et de leurs entraînements. Le fitness nourrit aussi beaucoup l'insatisfaction. Plus on avance, plus les standards ont tendance à monter. Donc au début, notre objectif de je veux perdre 10 livres devient je veux perdre 20 livres, devient je veux perdre 30 livres. Finalement, on n'arrive jamais à un certain niveau de satisfaction qui fait que ça finit encore une fois par devenir obsessif. Et finalement, le fitness est très fort aussi sur la suroptimisation de tous les détails de ta vie. Ça te donne évidemment l'impression qu'il faut que tu aies le contrôle sur tes entraînements et ton alimentation, mais aussi ton sommeil, ton cortisol, ta glycémie, toutes des choses sur lesquelles tu devrais jusqu'à un certain point avoir conscience, mais pas nécessairement au point d'en devenir obsessif sur tous les détails. Par contre, en faveur du fitness, on ne peut pas nier que ça améliore la qualité de énormément de vie. Ça réduit évidemment les risques de nombreuses maladies chroniques, ça améliore potentiellement ta mobilité, ta force, diminue les risques de blessures, améliore la qualité de ta vie au fur et à mesure que tu vieillis. Ça peut être une super bonne façon d'évacuer les niveaux de stress que tu vas expérimenter dans ton quotidien et t'apporter un peu plus de sentiment de contrôle, potentiellement dans une situation où est-ce que tu peux avoir l'impression que tu en manques. Le fitness t'enseigne aussi plusieurs compétences, que ce soit la discipline, la patience, l'autonomie, ce sont toutes des compétences qui peuvent être utiles en dehors du fitness aussi et qui peuvent t'apporter beaucoup de bénéfices. Le problème, ça va surtout être les réseaux sociaux, les publicités mensongères, les attentes qui sont irréalistes, le marketing qui va être frauduleux. Donc c'est pas le fitness en soi qui est le problème, c'est beaucoup plus comment qu'on va l'utiliser puis comment ça va être vendu. Donc à mon avis, encore une fois, le fitness n'est pas le coupable. Ça va surtout être l'utilisation qu'on va en faire et comment est-ce que ça va être promu, majoritairement sur les réseaux sociaux. Par contre, ça peut aussi être une des meilleures affaires que tu vas faire dans ta vie pour améliorer la qualité de ta vie, de ta santé, autant physique que mentale. Dire que le fitness va causer des troubles en soi, c'est comme dire que les chars vont causer des accidents. C'est pas les chars qui vont causer des accidents, c'est les mauvais usagers qui vont boire et quand même prendre le volant, qui vont s'endormir au volant, qui vont faire des excès de vitesse. Faut pas blâmer le véhicule, faut blâmer l'usager qui en fait une mauvaise utilisation. Je le rappelle, le but de ce tribunal n'est pas de trouver un gagnant ou un perdant. Le but, c'est d'entendre les deux côtés de la médaille et d'être capable d'apporter un peu plus de nuances dans un sujet où est-ce que tout le monde est convaincu d'avoir raison.